Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter, débattre et réfléchir sur les enjeux qui font l'actualité. Alors depuis le 1er janvier, la nouvelle baisse de la taxe d'habitation concerne les 20% de ménages les plus aisés du territoire français. 80% des foyers ne sont plus concernés depuis l'automne dernier. Selon Bercy, cette surpression aurait permis à ces 22 millions de foyers d'économiser en moyenne 590 €. La taxe d'habitation est amenée à disparaître totalement en 2023 pour les résidences principales. Au-delà de l'aspect économique, quel est aussi l'impact pour les collectivités? On en parle avec nos deux invités. En plateau avec nous, Grégory Garessier, le maire de Maurepas. Bonsoir. Bonsoir. Et en visio, Pascale Bertoni, maître de conférences en droit public et directrice du laboratoire VIP de la faculté de droit de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonsoir. Bonsoir. Et puis devait être avec nous en plateau Jean-Noël Barrot, député de la 2e circonscription des Yvelines et vice-président de la commission des finances. Il a été retenu par un impératif. Alors la réforme de la taxe d'habitation est annoncée par Emmanuel Macron lors de la campagne électorale de 2017. Elle est modifiée par la loi de finances 2018. Pascale Bertoni, cette taxe d'habitation telle qu'on la connaît, elle est née de la réforme de la fiscalité directe locale mise en place depuis 1974. Comment est-ce qu'elle est accueillie à l'époque par les particuliers et les collectivités? Alors, j'avoue que je n'ai pas bien compris la question, mais je pense que vous voulez parler de l'histoire un peu de la taxe. Exactement. Comment est-ce que cette taxe a été accueillie au moment où elle est mise en place? Alors, le problème, c'est qu'en réalité, elle est très ancienne, cette taxe. Contrairement à ce qu'on pense, sa dénomination actuelle est peut-être de 74, mais en réalité, c'est des vieux impôts de la Révolution. Ça faisait partie des ce qu'on appelait à l'époque les 4 vieilles. Et ça explique d'ailleurs pourquoi elle est inadaptée. Parce qu'à l'époque, elle a été conçue, alors c'était des impôts d'État, donc elle a été conçue en réalité selon les données économiques et sociales de l'époque. Donc, l'époque, il n'y avait pas d'administration fiscale telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc pas de possibilité de contrôle. Donc, le plus simple, finalement, c'était d'asseoir ces impôts sur les valeurs locatives, sur la terre, puisqu'à l'époque, seule la terre était importante. Il n'y avait pas encore la révolution industrielle. Et alors, en fait, elle a décroché, ces taxes locales ont décroché progressivement. La première, notamment la taxe d'habitation, elle a décroché avec la fiscalité d'État en 1917, puisqu'on a créé l'impôt sur le revenu. Puis progressivement, toutes les taxes sont devenues des taxes locales. Alors, cette histoire, en fait, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle explique pourquoi finalement elle est inadaptée à notre époque, puisque maintenant on a une administration fiscale qui est capable de contrôler, etc. Je ne suis pas sûre que politiquement elle soit réformable pour ces raisons-là, parce que dès qu'on fait une réforme fiscale, alors c'est vrai pour l'État, mais c'est également vrai pour les collectivités locales, et surtout pour les collectivités locales, il y a des perdants et des gagnants. Et les gagnants sont contents et les perdants sont rarement satisfaits. On a tenté régulièrement de réévaluer les bases, parce qu'en fait, le problème de la taxe d'habitation, c'est qu'elle est... certes, il y a une inégalité entre les contribuables, puisqu'on ne tient pas compte du revenu, on tient compte... Justement, Madame Bertoni, est-ce que vous pouvez rappeler comment elle est calculée, cette taxe d'habitation? Parce que pour justifier sa suppression, le ministère de la Cohésion indique qu'elle est inéquitable. Elle est calculée sur quoi, finalement? Elle est calculée sur des valeurs locatives théoriques qui ne correspondent pas, alors que ce sont des valeurs locatives qui ont été définies en 1970. Donc c'est inéquitable. Pourquoi? Parce que comme les bases ont été très peu réévaluées, bien, les logements anciens, par exemple, sont moins taxés que les logements nouveaux. Et donc, dès lors qu'on achète un appartement ou une maison neuve, on est beaucoup plus taxé que des logements très anciens. Et c'est tout le problème. Le vrai problème de la taxe d'habitation, comme la taxe foncière, puisque les bases sont identiques, c'est la mise je dirais, la mise à jour régulière des bases. Et ça a un coût administratif exorbitant.
On a essayé de le faire à plusieurs reprises et puis finalement on n'y arrive pas parce que politiquement en plus c'est très compliqué. Alors la loi de finances pour 2020 a prévu une réévaluation des bases qui devrait s'étaler entre 2023 et 2026. J'ai quelques doutes que, parce que c'est très long à l'échelle d'un gouvernement, j'ai quelques doutes que cette réforme, cette énième réforme de l'évaluation des bases aille jusqu'au bout. Grégory, je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises, notamment sur les perdants et les gagnants. Vous vous estimez perdant, vous, en tant que maire d'une commune ? À vrai dire, je suis assez inquiet parce que, comme le disait François Barouin, qui est président de l'Association des maires de France, le président de la République a supprimé un impôt qui ne lui appartenait pas. Et c'est vrai que c'était dans son programme électoral, donc c'est tout à son honneur aussi d'appliquer une promesse qui était la sienne. Malgré tout, en tant qu'élu local, et c'est vrai depuis des années, Madame aussi pourra faire l'historique de la suppression des taxes d'habitation et taxes foncières. La taxe d'habitation pour la région a été supprimée en 2000, pour le département en 2011, comme la taxe foncière pour la région a été supprimée également en 2011. Donc depuis 20 ou 30 ans, on a quand même une accélération de la perte de l'autonomie financière des collectivités qui est pourtant garantie dans la Constitution de la révision constitutionnelle de 2003. Mais en tant que maire, moi je suis assez inquiet parce que aujourd'hui, on vient quelque part nous prendre la possibilité de lever un impôt qui nous permettait d'assurer aussi des services publics de qualité. Aujourd'hui, on le sait que de toute façon, c'est inéquitable. Madame l'a très bien rappelé. On supprime une taxe d'habitation, mais on va réviser les valeurs locatives d'ici 2026. Il faut espérer que ça aille à son terme, puisque c'est nécessaire. Ça a été fait sur les locaux professionnels déjà. Après, pourquoi avoir supprimé une taxe d'habitation alors qu'on va revaloriser les bases, enfin les valeurs d'ici 2026 ? Je me pose déjà cette première question. Et la deuxième, c'est que l'autonomie que nous avions en tant qu'élu local de pouvoir lever la taxe d'habitation, ça nous permettait d'avoir une dynamique supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que l'État va compenser évidemment les bases que nous avions, les recettes fiscales que nous allons perdre, puisqu'on va récupérer une partie de la taxe foncière du département. Voilà. On sera surcompensé ou sous-compensé et il y aura un coefficient correcteur. Justement, quand on regarde à court terme sur la commune de Maurepas, les bases définitives du rapport budgétaire de 2019 sont de 37 millions. Oui. 610 000 euros, pardon, parce que j'avais le petit cas qui me perturbait. Pour 2020, la prévision est de 38 millions. C'est une augmentation pour vous, mais vous êtes inquiet pour l'avenir. Oui, parce qu'en fait, quand vous regardez l'historique, depuis quelques années, j'ai fait un peu le comparatif depuis 2016 par exemple, les bases ont augmenté de 3%, l'inflation de plus de 5%. Et j'ai ma dotation globale de fonctionnement qui a baissé de 2,3 millions, soit de 70%. On a des péréquations qui augmentent, des dotations d'État qui baissent, et là on vient nous prendre, un taux qui nous permettait, d'être un levier pour assurer des missions de service public, d'investir davantage, de se désendetter, de recruter des assistantes maternelles ou des animateurs, parce que j'ai des nouveaux habitants qui arrivent également. Donc en fait, ce mécanisme de compensation des bases, oui, il existera, mais il est tellement faible qu'il ne pourra même pas couvrir l'ensemble des dépenses nouvelles que j'aurai avec les nouveaux habitants. Et c'est ça qui est inquiétant. Et donc ce pouvoir de taux que j'avais en tant que maire, il m'est supprimé. Et finalement, ce qui va se passer, ça va se reporter sur les propriétaires, puisque le seul taux qui sera maintenant possible d'être levé par les élus locaux, comme pour les intercommunalités, évidemment, les communes aussi, le bloc communal, ce que l'on appelle en droit, c'est la taxe foncière. Et donc, à terme, j'ai cette crainte qui est légitime qu'il y ait une explosion de la taxe foncière. Et je pense que si on en reparle d'ici 15 ans, on verra qu'on aura une flambée des taxes foncières parce que ce sera le seul taux que les maires pourront lever et également les intercommunalités. Donc Pascal Bertoni, justement, sur cette explosion, cette crainte de la taxe foncière, je vois lever la main. Peut-être que vous voulez réagir à ça. Est-ce que, justement, ce n'est pas se baser sur une certaine partie de la population et en oublier d'autres, et notamment scinder la population entre les propriétaires et les locataires ? Alors, déjà, je voulais faire une précision, c'est que la taxe d'habitation, pour répondre à la question pourquoi on réévalue les bases alors qu'on supprime, entre guillemets, la taxe d'habitation, c'est qu'en réalité, elle n'est pas supprimée, cette taxe d'habitation.
Elle va subsister, et je dirais même que les collectivités locales vont continuer à voter les taux. Pourquoi? Alors, pour des raisons juridiques extrêmement complexes que je ne peux pas vous expliquer ici, mais la Constitution oblige à avoir un certain quota de ressources propres. Donc, le moyen qu'ont trouvé les juristes, c'est de maintenir cette taxe d'habitation et de la faire compenser par l'État. Donc en fait, en 2017 ou 2000, il n'y a pas de perte financière puisque la compensation se fait par l'État grâce d'ailleurs à la fiscalité nationale. Le risque, il n'est pas actuel, le risque, il est dans le temps. C'est-à-dire que l'État compense au début, et puis ensuite, il compense de moins en moins. Il y a d'autres domaines où c'est arrivé. Donc la vraie question, elle est là. C'est est-ce que dans le temps, ça va perdurer cette compensation? Moi, personnellement, j'ai quelques doutes. Alors, est-ce que c'est complètement illégitime? Pas forcément d'ailleurs, parce que dans un contexte de réduction des dépenses publiques, il n'est pas, à partir du moment où on demande à l'État, pour respecter les critères de Maastricht, de baisser le poids de la fiscalité, il n'est pas illogique non plus qu'on le demande aussi aux communes. Donc, il faut quand même un petit peu relativiser. Il est évident que les communes vont être tentées, je dirais, à supposer que politiquement elles puissent le faire, parce que le vrai problème, il est là. Elles vont être tentées de reporter les augmentations qu'elles ne peuvent plus faire sur la taxe d'habitation sur les propriétaires. Alors ça va dépendre, ces augmentations vont d'ailleurs dépendre de la couleur politique, souvent de la couleur politique des communes. Parce qu'une commune de droite, dit de droite, ne va pas réagir de la même façon qu'une commune de gauche. C'est plus compliqué pour une commune de droite d'augmenter la taxe foncière que pour une commune de gauche, du point de vue purement idéologique. Donc effectivement, le risque, il est là. Si l'État n'est pas raisonnable et ne compense pas tel qu'il devrait, puisque la Constitution prévoit une compensation. Grégory Raissier, vous voulez réagir, notamment en tant que maire DVD d'Hiver Droite dans les Yvelines. Est-ce que votre étiquette aussi peut vous empêcher plus tard d'évoluer sur les taxes? Absolument pas. Je suis très pragmatique et j'allais dire aujourd'hui, alors je vais apporter une nuance, le taux de la taxe d'habitation va disparaître sur les résidences principales, il va perdurer sur les résidences secondaires. Donc on crée aussi une usine à gaz. Alors déjà que la fiscalité locale c'est assez complexe pour nos concitoyens, mais là c'est vrai qu'on va créer deux catégories de citoyens, on n'aura que les propriétaires qui paieront l'impôt local. Et c'est ça aussi qui me dérange en tant que maire, c'est qu'aujourd'hui on va avoir des contribuables qui seront propriétaires et d'autres qui jouiront, j'allais dire, des services publics, qui continueront à rouler sur les routes, à voir le cadre de vie s'améliorer avec du fleurissement, de la propreté urbaine, mais qui ne paieront plus l'impôt. Et donc on va accélérer aussi, je pense, ce phénomène consumériste, c'est-à-dire de consommer les choses sans savoir ce qu'elles coûtent. C'est pas grave, c'est l'État qui paye en gros. De ce qui a été payé. Exactement. Et ça me pose un problème éthique, ça me pose un problème philosophique même sur le rapport à l'impôt de nos concitoyens, d'autant plus que je crois que l'impôt local était l'impôt qui était un peu plus le plus consenti parce qu'il y avait une vision concrète de ce qui se passait avec l'argent que les contribuables payaient. Donc on va avoir cette distinction. Et j'ai une autre crainte également, c'est dans la construction de logements. Les villes qui n'ont pas 25% de logements sociaux. Je rappelle que quand vous construisez du logement social, le bailleur social est exonéré de taxes foncières entre 15 et 25 ans. C'est le Code général des impôts. Mais en plus, les habitants qui vont arriver dans ces logements sociaux ne paieront plus de taxes d'habitation. Donc je pense que ça va également avoir un effet pervers qui est sous-estimé aujourd'hui, qui va être de freiner la construction de logements alors qu'on en a besoin. De construire du logement, de l'accession à la propriété, du locatif, etc., pour que nos concitoyens puissent se loger et aussi qu'on puisse faire venir des familles sur le territoire. Donc ça, c'est une crainte, je pense, qui est sous-estimée. Et également sur, j'allais dire, l'évolution des compensations de l'État, moi aussi j'ai une crainte. On le voit, il y a des efforts évidemment à faire sur des économies. Moi j'en ai fait, j'ai fait 2 millions d'euros d'économies depuis que je suis maire. Mais en même temps, on m'a pris 2,3 millions de dotation globale de fonctionnement, et ça a démarré à l'époque de M. Hollande, qui devait faire un plan d'économie de 11 milliards. Ces 11 milliards ont déjà été engloutis, là, avec ce qui se passe avec la crise. Et d'autant plus que la compensation pour l'intercommunalité de 50 ans en Yvelines, mais aussi pour le département qui va perdre sa taxe foncière, ce sera une fraction de la TVA. Donc ce sera un impôt de consommation. Donc si les Français consomment moins, qu'est-ce qui va se passer ?
Est-ce que l'État va baisser aussi ses compensations à un moment ou à un autre, quel que soit le gouvernement d'ailleurs? Donc c'est vraiment une crainte et on n'a pas de vision. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on change de gouvernement, on a une révision fiscale. Ça change tout le temps, on n'a pas de stabilité. Et pour vous dire, on a été assez essoré déjà sous le mandat de François Hollande. Voilà, donc ça m'inquiète vraiment. Alors on a parlé des concitoyens, ils ne sont pas avec nous autour de la table, donc on leur a donné la parole parce que selon un communiqué de presse de Yaël Braun-Pivet, qui est députée de la 5e circonscription des Yvelines et présidente de la commission des lois, cette suppression concerne en 2020 près de 300 000 foyers dans les Yvelines qui ont vu leur fiscalité baisser de 675 €. Alors Justine Brasier et Patrick Jacques de Dixmude sont allés à la rencontre de quelques Saint-Quentinois pour connaître leur situation et leurs sentiments. Elle a baissé, oui, elle n'a pas été supprimée. 2, j'en pense que j'aurais dû normalement ne pas avoir à repayer cette année, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Donc j'ai payé, même si ça a baissé, j'ai quand même payé la taxe d'habitation. Elle a été supprimée en totalité et je trouve ça excellent. Bon, c'est vrai que les communes ont besoin de la taxe d'habitation pour divers projets, mais en tant que particulier, c'est vrai qu'on apprécie. Moi, je vais payer très lourd. Je suis sur la commune de Bois d'Arcy et c'est vrai que sur mon budget, j'apprécie quoi. La taxe d'habitation pour moi en effet elle a bien diminué, par contre c'est la taxe audiovisuelle qui a augmenté. Ce que j'en pense, ça fait toujours du bien au portefeuille de payer moins cher. Ma taxe d'habitation n'a pas baissé encore puisque heureusement pour moi je fais partie des revenus élevés. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on paie déjà beaucoup d'impôts sur l'immobilier. Donc ce sera une bonne chose. Mais je n'ai pas encore vu sur ma feuille d'impôt la conséquence. Je pense que payer moins de taxes en France, c'est toujours bien. Donc c'est toujours bienvenu qu'on nous baisse un peu les taxes dans notre quotidien. Alors Pascal Bertonnet, on l'a bien entendu, les Saint-Quentinois sont plutôt contents de ne plus payer de taxes. Mais on a l'impression qu'il y a un effet un peu pervers. Est-ce que ça pourrait rendre des communes pauvres dans les années à venir, cette suppression, même si ce n'est pas le mot? Alors, je pense que de toute façon, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que la vraie inégalité, contrairement à ce qu'on croit, c'est certes entre les contribuables, mais c'est surtout entre les communes. Il y a des mécanismes, il y a des communes riches et des communes pauvres. Pourquoi? Parce que vous avez des communes qui sont peuplées et vous avez des communes qui sont rurales. Vous avez des communes où vous avez beaucoup de contributions économiques territoriales, c'est-à-dire parce que vous avez beaucoup de commerces, beaucoup d'entreprises. Et donc ça, toute réforme de la fiscalité locale, c'est quasiment impossible parce qu'on fasse évoluer les bases ou qu'on tienne compte du revenu, ça changera rien. Je dirais même que ça accentuera les problèmes. Et que des communes pauvres, il y en a déjà. Je suis pas persuadée que la réforme changera les choses. Les communes riches, par exemple la ville de Paris, oui, la ville de Paris a des taux d'imposition sur la taxe foncière et la taxe d'habitation très faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de commerces, donc beaucoup de contributions économiques territoriales, et ça, on ne sait pas comment régler le problème. On a, depuis 40 ans, on a des mécanismes de péréquation, c'est-à-dire on prend un petit morceau de la taxe qu'on redistribue au niveau départemental pour justement régler ces problèmes de différence de richesse. Ça ne fonctionne pas et on ne trouve pas la solution. C'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'il y a un effet que les citoyens ne s'attendent peut-être pas? Parce que c'est vrai qu'on paye nos taxes, on ne va pas nécessairement vérifier à quoi ça va amener. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de recentralisation des pouvoirs? Parce que finalement, les communes auront moins la main sur leur budget. Oui. Mais je pense que... Alors après, c'est une question de philosophie. C'est-à-dire que certains sont des adeptes de la décentralisation. Je dirais même qu'ils veulent aller jusqu'à la décentralisation fiscale, ce qui est quand même pas la même chose que la décentralisation financière. Moi, je ne suis pas personnellement une grande adepte de la décentralisation. Autant je pense qu'effectivement les communes sont mieux à même d'organiser les services publics locaux, mais qui dit paiement de dépenses locales ne veut pas forcément dire autonomie fiscale. Le vrai problème qui se pose, c'est de permettre et donc une recentralisation ne me choque pas.
Par contre, ce qui est compliqué à mettre en œuvre, c'est la redistribution des dotations d'État aux collectivités locales et de façon, je dirais, neutre pour réduire ces inégalités entre des communes riches et des communes pauvres. Parce que dans des communes rurales, par exemple, elles ont peu. Donc, le seul moyen que l'État, c'est d'accorder des subventions spécifiques, mais ça a très vite des limites en réalité. Grégory Restier, je vous ai vu réagir. Oui, mais Maître a raison, parce que on est sur un débat philosophique entre les Jacobins et les Girondins, j'allais dire. Plus de décentralisation ou plus de centralisation plutôt. Et qu'aujourd'hui, je rappelle que notre République, elle est indivisible. Et le fait aussi que l'État central reprenne la main sur la fiscalité locale, quelque part, c'est de garantir aussi cet État unitaire pour éviter que, quelque part, les collectivités locales soient indépendantes, où on finisse par être sur un modèle plutôt de fédération, par exemple, comme ça peut être le cas en Europe ou aux États-Unis. Donc, mais malgré tout, l'effet pervers, c'est comme je l'ai dit, c'est l'augmentation des tarifs, c'est l'augmentation de la taxe foncière, c'est de créer des catégories de citoyens qui ne seront plus contribuables, mais des usagers, et qui ne se rendront plus compte de ce que coûte un service public. Déjà que c'est compliqué à faire comprendre, parce que la réalité du service public est pas ce que payent vraiment les contribuables, mais c'est de rompre. Et aujourd'hui, quelque part, il aurait mieux fallu réviser en effet les valeurs locatives, comme ça va être engagé par le Parlement entre 2023 et 2026, ça a été rappelé, mais que tout le monde paye l'impôt. Alors évidemment, à la hauteur de ce qu'on peut payer, mais cette justice fiscale qui aujourd'hui va exploser complètement avec cette suppression de taxe d'habitation. Alors j'entendais évidemment nos concitoyens qui étaient heureux, même moi en tant que contribuable, j'ai commencé à avoir la première partie de ma taxe d'habitation qui est supprimée. Évidemment, en tant que contribuable, je suis content, mais malgré tout, en tant que maire, j'ai un positionnement qui est différent parce que je vois comment ça se passe. Et l'effet pervers, c'est qu'il va falloir financer les services publics et que la seule, compensation des bases ne suffira pas dans le temps, puisque l'évolution est beaucoup plus faible que ce que le taux nous aurait permis en levier à un moment donné, sur un mandat ou sur plusieurs, pour financer des services publics, parce qu'on n'augmente pas les taux par plaisir, on augmente les taux parce qu'on investit. Parce qu'on recrute davantage, parce qu'il y a des nouveaux habitants aussi qui arrivent, parce qu'on se désendette. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles il y avait besoin de cette autonomie. Et Maître a raison également, on a une autonomie financière et pas une autonomie fiscale. Ça, c'est rappelé dans la Constitution également. Voilà, donc c'est assez inquiétant, d'autant plus que comme ça change à chaque fois qu'on a un gouvernement différent, donc on ne sait pas comment cette compensation va durer dans le temps. On n'a pas de visibilité, et aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement qui a été créée en 1979, justement pour aussi compenser des compétences transférées auprès des collectivités territoriales, l'exemple de Maurepas, en 2014, 3 millions d'euros, on n'est plus qu'à 500 000 euros, et j'ai une projection en 2023 à être à moins 400. Donc je serai redevable de 400 000 euros par an à l'État cette fois-ci. Plus les fonds de péréquation qui augmentent. Et auprès de l'agglomération, c'est la même chose. À participer aux effets de péréquation. Donc aujourd'hui, on nous prend de plus en plus de recettes, on a moins en moins de dynamique, mais l'inflation est importante également, et on a le coût des services publics qui augmente également. Donc voilà, c'est un exercice qui va être difficile et on a besoin de visibilité, d'être assuré. Et là, aujourd'hui, je pense que nos concitoyens vont être contents pendant un temps, mais pour les propriétaires, je pense qu'on en reparlera d'ici une dizaine d'années, et ce sera une autre histoire. Et Pascal Bertoni, j'aimerais qu'on termine avec vous. Vous le disiez, pour le moment, on ne trouve pas de solution. Elle ne serait pas réformable, cette taxe. Est-ce que les chercheurs, notamment à l'UVSQ, ont des pistes, des idées, ou vraiment on restera sur quelque chose peut-être sans solution ? Alors je dirais que moi, si les hommes politiques, je fais pas partie des gens qui pensent que les hommes politiques sont incompétents. Donc je pense que si c'était simple, la solution aurait été trouvée depuis très longtemps. Que ce soit au niveau de l'État, quel que soit le gouvernement d'ailleurs. C'est compliqué parce que, alors, je voudrais juste dire, cette déconnexion entre l'usage du service public et la perception de l'impôt, ça existe aussi au niveau de l'État. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent absolument quasiment aucun impôt, sauf la TVA, parce que là, évidemment, ils n'ont pas le choix. Et donc, qui ne perçoivent plus
les services auxquels ils ont droit. Donc ça n'est pas spécifique à la fiscalité locale. Je suis pas très optimiste sur la réforme fiscale. Moi, je ne crois pas à l'évolution de la fiscalité locale en fonction du revenu. Même si ça a l'air d'être une bonne idée, c'est une fausse bonne idée parce que ça va accentuer les inégalités entre les collectivités locales. Et que les communes riches seront encore plus riches parce qu'on sait aussi que la concentration des ressources, finalement, elle est encore pire que la concentration des patrimoines sur le territoire. Donc moi, la recentralisation ne me choque pas, à une seule condition, c'est que l'État ne recentralise pas les recettes et qu'il continue à décentraliser les dépenses. Parce que le problème, c'est qu'il faut que l'État soit de bonne foi, ce qui n'est pas toujours. Donc la seule solution, à mon avis, c'est un dialogue de bonne volonté entre l'État, des deux côtés d'ailleurs, entre l'État et les collectivités locales. L'État prenant conscience que les collectivités locales ont des contraintes et les collectivités locales prenant conscience qu'effectivement l'État ne peut pas indéfiniment financer tout et n'importe quoi. Et ça, c'est compliqué. On est pris par le temps. Monsieur Gastier voulait aussi réagir, mais malheureusement, je dois rendre l'antenne. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.